Donc si vous le voulez bien, on va redémarrer pour pas prendre trop de retard. Donc avec cette première session de l'après-midi, donc consacrée au lien entre changement climatique et migration, et à cette question hautement importante et difficile de la causalité. Donc est-ce qu'il existe un lien causal? Est-ce que voilà, vraiment les migrations, les changements climatiques poussent à la migration? Donc on a trois participants que je remercie encore de nous donner de leur temps. Donc Étienne Piguet, qui est géographe, qui va commencer à introduire le sujet. Donc il étudie migration depuis de 30 ans. J'ai vu ça dans la bio, ce qui m'a particulièrement marqué. Et qui a été review editor donc, du 5e rapport du GIEC, et donc qui est expert sur ce sujet-là et qui participe actuellement à des projets de recherche donc, sur les perceptions du changement climatique et de la mobilité des populations rurales au Sénégal, et qui s'intéresse à la politique d'asile européenne, au risque d'apatridie dans les États insulaires, et dont le dernier ouvrage s'intitule Asile et réfugiés, repenser la protection. Et donc après cette première présentation donc, de Étienne, on aura donc deux présentations. La première, donc, une présentation plutôt quantitative pour illustrer comment les méthodes quantitatives peuvent nous aider à répondre à cette question. Donc une présentation par Catherine Milloc, donc, qui est directrice de recherche au CNRS et professeure d'économie à PSE, qui est économiste et aussi fellow de lycée Migration, et qui est spécialisée aussi dans les questions d'économie environnementale, des ressources naturelles, et dont les recherches portent aussi sur ce lien entre migration et changement climatique. Et pour finir, donc, on aura une dernière présentation par Julia Blocher, donc, qui est Project Lead à Potsdam Institute for Climate Impact Research en Allemagne, donc qui s'intéresse aussi aux facteurs donc, à la fois sociaux, politiques et environnementaux dans la migration humaine, dans le contexte du changement climatique, avec des études de terrain à la fois en Afrique, dans les États insulaires du Pacifique et des Caraïbes, et qui notamment participe pleinement au projet de recherche habitable financé par la Commission européenne, dont François a mentionné l'existence ce matin, et que je crois qu'elle va nous présenter plus en détail. Donc je ne vous prends pas plus de temps, juste encore vous remercier, et puis je laisse la parole à Étienne pour démarrer. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Climat, mobilité, migration, donner du sens à une relation complexe. Le complexe vient du fait qu'autour de cette thématique, il y a des images qui circulent. Vous en avez quelques-unes ici, puis il y a des termes qui circulent, climate refugees. Et finalement, ces images et ces termes, parfois sont problématiques, par exemple quand ils ajoutent à la peur de la migration, comme déjà ici dans cette phrase de Harald Welzer en 2009 dans les guerres du climat, l'Amérique et l'Europe devront à l'avenir se protéger plus efficacement contre le flot croissant des réfugiés chassés par l'évolution du climat. Famine, problème d'eau, guerre et dévastation provoquent une pression énorme sur les frontières de ces îlots de prospérité. Alors ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous, c'est essayer de déplier un petit peu ce que dit la littérature scientifique sur ce lien entre changements environnementaux et migration. En 4 étapes, très brièvement, petite histoire d'un vieux débat, vous allez voir, plus vieux que vous ne le pensez peut-être. Défi méthodologique, alors je ne serai pas long sur les méthodes, mais je dirai quelques mots tout de même. Et puis, principale partie de mon exposé, que dit la littérature sur les principaux aléas climatiques prévus, hélas, par les climatologues en matière de migration? Température et sécheresse, cyclone, niveau de la mer. Et qu'est-ce que ces résultats de recherche nous disent en termes de besoin de protection? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place, mis à part évidemment la limitation urgente des gaz à effet de serre, mais en termes de politique liée à ces déplacements de population? Vieux débat, 2 personnages parmi plusieurs autres qui déjà au 19e siècle et au début du 20e siècle, dans leur première théorisation des migrations, ont mentionné le climat. Le géographe Friedrich Ratzel en 1882, le climat est l'un des 2 principaux facteurs de migration dans l'histoire, l'autre étant les troubles politiques. Il ne parle pas de migration économique directement, il parle du climat, de l'environnement et des troubles
politique. Et puis Helen Churchill Semple, peut-être un petit peu moins connue, mais présidente de l'Association des géographes américains au début du XXe siècle, qui a été critiquée par ailleurs sur d'autres points, mais toujours est-il qu'on peut mettre à son crédit d'avoir elle aussi remarqué l'importance du climat dans son étude du peuplement de l'Amérique du Nord en particulier, la recherche de meilleures terres, d'un climat plus agréable et de meilleures conditions de vie a démarré beaucoup de mouvements migratoires. Donc une vieille histoire, mais en même temps une thématique qui a été oubliée, je dirais, en particulier par les géographes, puisqu'ici on a 2 géographes, durant le XXe siècle. Alors pourquoi est-ce qu'on a oublié cette thématique? Alors on ne va pas passer beaucoup de temps sur cette question, mais en résumé, il y a la conviction occidentale que finalement les aléas environnementaux et la nature en général, on les maîtrise de plus en plus au fil du développement. Une idée qu'on retrouve aussi dans l'étude des migrations dans les années 50. Les migrations liées à l'environnement, ça a existé dans le passé, mais plus aujourd'hui. Maintenant, on maîtrise la situation, si on peut dire. Évidemment, on va se rendre compte qu'on la maîtrise peut-être pas aussi bien que ce qu'on avait prévu. Et puis aussi le rejet du déterminisme naturel qui avait évidemment légitimé certaines hiérarchisations raciales, par exemple la théorie des climats, qui a été rejetée très fortement en géographie durant la première moitié du XXe siècle, a fait peut-être mettre de côté ces questions climatiques et de migration. Donc une histoire oubliée, mais un retour, alors ça c'est une histoire que vous connaissez comme moi, une réapparition de cette thématique dans les années 80 du XXe siècle. Le chercheur égyptien Essam El-Hinaoui publie un rapport qui mérite la lecture parce qu'il est vraiment très, très substantiel, très nuancé aussi sur les conséquences de la dégradation des sols sur les déplacements de population. Et puis il utilise ce terme « environmental refugees ». C'est repris par le tout premier rapport du GIEC en 1990. Les effets les plus graves du changement climatique pourraient être ceux sur les migrations humaines et des déplacements de millions de personnes. Donc une réapparition, et évidemment, cette réapparition, elle aussi, elle s'explique dans un certain contexte, pas très difficile à imaginer, mais disons en résumé, l'inquiétude face au changement climatique, bien sûr. Rajendran Pachauri, qui était le chairman du GIEC, avait utilisé cette expression de « human faces of climate change ». C'est clair que quand on parle de conséquences du changement climatique, on peut parler en termes de taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on peut parler en termes de dixièmes de degré d'augmentation de la température moyenne. Ça ne parle pas vraiment. Quand on a des images de personnes qui se déplacent, eh bien évidemment, ça parle beaucoup plus. L'augmentation observable des catastrophes environnementales, le retour en grâce du déterminisme, avec des personnalités assez médiatiques, comme Jared Diamond ou Jeffrey Sachs, pour citer quelques-uns. Et puis, peut-être le plus intéressant, mais aussi le plus problématique, la sécurisation du thème des migrations, c'est-à-dire on s'est mis à voir les migrations comme un danger, en particulier pour les sociétés du Nord. Et ça coïncide avec cet intérêt renouvelé pour le lien entre migration et changement climatique. Je n'en dis pas plus sur ce thème, mais si cela intéresse certains d'entre vous, je l'avais traité dans un article il y a quelques années, The Annals of the Association of American Geographers. Donc, réapparition du thème, et puis évidemment, impact sur la recherche et une augmentation du nombre de publications scientifiques sur ce thème. Nous recensons dans mon institut à Neuchâtel systématiquement toutes les publications scientifiques qui traitent du lien entre migration, entre changements environnementaux et mobilité. Et vous avez ici un graphique qui va de 1970 à 2020, où vous avez en rouge les études de cas et en bleu le total des travaux scientifiques sur ce thème. Vous voyez qu'on est actuellement autour d'une centaine de publications par année. C'est aussi le cas durant les années toutes récentes qui ne sont pas sur ce graphique. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le point d'inflexion coïncide 2007, 2008, 2009 avec toute une série de rapports qui précisément soit présentent la migration comme un enjeu de sécurité, soit sont liés aux travaux du GIEC. Et donc on a vraiment à ce moment-là un momentum de la recherche. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, avec toutes ces publications en stock, on peut quand même dire un certain nombre de choses. Et dans la deuxième partie de ma présentation, je vais précisément essayer de vous
résumer très brièvement ce que dit la recherche sur les différents phénomènes que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors, pour rappel, quelles sont les conséquences des changements climatiques prévus en termes de population? D'une part, il y a l'augmentation des températures dont les conséquences sont principalement sur les récoltes. On sait qu'il y aura une diminution à l'échelle du monde, pas dans toutes les parties du monde, mais des rendements agricoles qui est prévue avec évidemment des impacts sur les populations. L'aggravation des sécheresses qui est prévue dans certaines parties du monde, là aussi pas partout, mais dans de grandes parties du monde, aura pour conséquence là aussi un impact sur l'agriculture, mais comme on l'a vu cette année, hélas, dans de nombreuses régions, une intensification des feux, feux de brousse, feux de forêt. Ça a évidemment une conséquence sur l'habitabilité. La croissance de l'intensité, pas forcément de la fréquence, mais de l'intensité des cyclones tropicaux avec la destruction d'habitat, et puis l'élévation du niveau des mers. Alors, ce sont les aléas prévus dont je vais brièvement parler, en laissant de côté d'autres phénomènes plus indirects qui sont très importants aussi, mais on ne peut pas parler de tout. Les effets indirects sur les conflits. Le changement environnemental peut avoir des impacts sur les conflits qui peuvent avoir des impacts sur les déplacements de population, respectivement sur la santé. Je n'aurai pas le temps d'en parler. Donc prenons les choses dans l'ordre qui est proposé ici, en commençant peut-être par évoquer tout de même quelques difficultés méthodologiques. La principale difficulté méthodologique, si on veut se donner pour objectif de prévoir un petit peu les conséquences de ce qui est prévu en termes climatiques, en termes de migration, c'est cette sorte de double prévision. Nos collègues climatologues ont des bons modèles et malheureusement, je crois qu'on peut vraiment leur faire confiance. Ce qu'ils prévoient en termes d'évolution climatique pour les décennies à venir est absolument fiable. Mais de là à rentrer dans ces modèles climatiques, des modèles de migration qui permettraient de faire des prévisions de migration, on peut oublier. J'espère que vous ne me contredirez pas. Certaines personnes pensent qu'on peut faire cette sorte de grand modèle prédictif, ce n'est pas possible. Donc on est obligé de travailler de manière un petit peu différente, d'autant plus que le changement climatique n'en est qu'à ses débuts, sans vouloir être pessimiste, mais on n'a encore rien vu peut-être. Et du coup, ce que nous observons aujourd'hui n'est pas véritablement ce qu'on va avoir dans le futur. Donc on est vraiment dans des prospectives. Et puis les chocs actuels, il faut être honnête, on ne peut pas toujours les lier de manière causale, les chocs climatiques qu'on observe, avec le phénomène du changement climatique. Il y a aussi une variabilité du climat. Donc c'est assez compliqué. Malheureusement, faute de mieux, on est obligé de faire des analogies avec des aléas du passé, en faisant un peu abstraction du fait qu'ils soient liés ou non au changement climatique, et puis voir comment les populations ont réagi à des cyclones, à des submersions de terre, et en tirer certaines conclusions pour le futur. C'est ça qu'on peut faire. En précisant peut-être un tout petit peu ce qu'on entend par migration, ici je vais parler essentiellement de migration au sens d'un changement durable de lieu de résidence, avec le franchissement, disons, d'une limite administrative ou, disons plus concrètement, d'une certaine distance. Parce que c'est ça qui est derrière beaucoup de ces images qui circulent, l'idée que les personnes vont se déplacer du sud vers le nord, et c'est finalement ça dont on a peur. Et peut-être qu'on doit s'attendre effectivement à des mobilités, mais peut-être pas ce type-là de migration à longue distance. Donc commençons peut-être par le premier aléa, si vous voulez, la question de l'augmentation des températures et de l'intensification des sécheresses. Si on pose la définition de la migration que j'ai posée, eh bien, on est obligé de reconnaître que les résultats de recherche sont assez nuancés. En d'autres termes, dans les épisodes de sécheresse en particulier du passé, on observe relativement peu de mobilité, en particulier parce que ce sont principalement des populations pauvres, des populations qui dépendent fortement de l'environnement, dans des zones agricoles, qui sont impactées. S'il y a déplacements, ce sont des déplacements à courte distance. Alors, on a toute une série d'exemples, effectivement, où les sécheresses ont eu des conséquences dramatiques. Il ne s'agit pas de dire que ce ne sont pas des conséquences dramatiques, mais des conséquences en termes de déplacement à courte distance, pas de migration à longue distance. Vers les villes au Sahel, dans les terribles sécheresses des années 70, par exemple, mais sans que les personnes aillent beaucoup plus loin. On a parfois des relations inverses aussi. Le Mali est un pays qui a pas mal été étudié depuis assez longtemps par de nombreux collègues. Les sécheresses ont
engendrer des mobilités locales, mais dans certains cas, on fait diminuer les migrations à longue distance. Et ça se comprend assez aisément si on y réfléchit un petit peu. Vous avez des processus migratoires qui, par rapport à certains villages, consistent à envoyer de manière régulière un membre de la famille dans un pays voisin ou jusqu'en Europe pour gagner de l'argent qui sera ensuite transféré à la famille. Ça demande un investissement de départ. Si vous êtes vraiment frappé par une sécheresse, cet investissement de départ, vous ne pouvez même plus le faire. Donc là, on a une diminution de la mobilité. Et ça, c'est un thème très important actuellement dans la recherche sur les liens migration-environnement. Les populations qui sont trapped, comme on dit, qui sont captives des aléas environnementaux. Et pas du tout des populations qui peuvent fuir. Donc, en fin de compte, par rapport aux effets des sécheresses, on s'aperçoit qu'on a une multicausalité. On a certainement des effets de l'environnement, mais il faut vraiment prendre en considération les facteurs politico-économiques. Dans certains cas, on a des mobilités de survie qui se produisent. Dans d'autres cas, on peut éviter ce genre de mobilité par des politiques adéquates. Et d'autres cas, le troisième cas de figure, eh bien, ces mobilités sont au contraire empêchées et on devrait les favoriser pour permettre d'apporter des réponses à des aléas environnementaux. Donc voilà un petit peu les conclusions très synthétisées au sujet de cet aspect. Il y a encore eu récemment plusieurs publications de synthèse sur l'effet des sécheresses à l'échelle mondiale en termes de mobilité qui confirment ce que je viens de vous montrer. Pour les cyclones, c'est dans les grandes lignes un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a le consensus d'un lien plutôt faible entre ces phénomènes et les migrations. On a des déplacements, mais on a des déplacements locaux. On a une pauvreté qui rend peu mobile chez les victimes, et ce sont les plus pauvres qui sont les plus immobiles, y compris dans les pays du Nord, à la Nouvelle-Orléans, lors du cyclone Katrina, eh bien, on a eu des populations défavorisées, bloquées dans la ville. Un départ durable est rare. La majorité, si elle doit quitter son village détruit, rentre reconstruire. On a ce que les géographes appellent un attachement au lieu, qu'il ne faut pas oublier. On a aussi ce fantasme autour de ces déplacements de réfugiés climatiques que tout le monde veut quitter les pays du Sud pour venir dans les pays du Nord. L'immense majorité, si un aléa frappe son lieu de vie, rentre reconstruire. Alors évidemment, ce n'est pas une conclusion définitive. Certains travaux actuellement ont mis en évidence le fait que, certes, si un cyclone frappe un village, les gens reviennent et reconstruisent, mais une fois qu'il y a eu 3 cyclones de suite qui ont passé 3 années de suite, eh bien là, on commence à avoir des départs à plus longue distance. Donc il faut être assez prudent par rapport à ce genre de conclusion. Mais disons, le résultat d'ensemble, c'est quand même celui-là. Qu'en est-il du troisième phénomène que j'ai évoqué, l'élévation du niveau des mers? Alors, là, il faut se donner un ordre de grandeur. On est, si on fait la moyenne des prédictions, autour, très grossièrement, de 1 mètre à la fin de ce siècle. Ça sera peut-être moins, ça sera peut-être plus, mais ça donne un petit peu un ordre de grandeur. Sur la base de cet ordre de grandeur, il est possible de déterminer, dans un premier temps, les populations menacées. C'est-à-dire, quelles sont les populations qui sont à une altitude tellement basse au bord de la mer qu'elles sont directement menacées si la mer monte. Et on a certaines mesures assez standards de Low Elevation Coastal Zones qui sont actuellement disponibles sous forme de modèles d'altitude qu'on peut croiser avec des informations sur les populations. Ça donne des cartes comme celle-là où vous avez à l'échelle du monde, sous forme de cercles proportionnels, dont le plus grand en Chine correspond à 150 millions de personnes et dont le total équivaut à 600 millions de personnes, la répartition mondiale des populations qui vivent dans ces Low Elevation Coastal Zones. Alors, pour être précis, ce n'est pas 1 mètre ici, mais c'est 10 mètres qui était pris, parce que les chiffres ne sont pas très récents, sachant qu'il n'y a pas que le niveau de la mer qui importe, il y a aussi des phénomènes de salinisation, des phénomènes d'érosion, des phénomènes qui font que les populations, même à
une altitude un petit peu supérieure à 1 mètre sont clairement menacées. Donc on a ici 600 millions de personnes. On voit par ailleurs que ce sont des problématiques qui sont tout à fait importantes à l'échelle de l'ensemble du monde, même si c'est clairement l'Asie du Sud qui est la plus concernée. Mais l'Afrique de l'Ouest, les côtes de l'Afrique de l'Ouest l'est aussi. Et puis l'Égypte, on a le delta du Nil qui est vraiment une zone extrêmement peuplée, qui est quand même extrêmement vulnérable. Mais on voit aussi que sur cette carte, on a les Pays-Bas. Personne ne s'inquiète beaucoup de l'arrivée des réfugiés climatiques des Pays-Bas, en France en tout cas. Pourquoi ? Parce que simplement, les Pays-Bas ont déjà mis en place des programmes de protection et des investissements qui font penser qu'ils vont simplement pouvoir faire face à cette élévation du niveau de la mer. Ce qui montre là aussi que ce n'est pas évidemment seulement l'aspect environnemental qui compte, c'est aussi l'aspect mesure de prévention, mesure de lutte. On ne peut pas simplement lutter par la technologie contre le réchauffement climatique, mais on peut limiter les dégâts et on peut ralentir les phénomènes. Et c'est pour cela que, là aussi, il ne faut pas avoir un lien direct entre le nombre de personnes menacées et le nombre de personnes qui vont devoir se déplacer. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Parce que la lenteur du processus, en ce qui concerne l'élévation du niveau des mers, facilite quand même l'adaptation. Les cyclones peuvent arriver l'année prochaine, les sécheresses aussi. L'élévation du niveau des mers, on est dans un autre type de phénomène, tout de même. Là aussi, les déplacements se feront plutôt sur des courtes distances, plutôt des réinstallations, des retraits par rapport à la ligne de côte. Et, comme je l'ai déjà laissé entendre, le nombre de déplacés dépendra du niveau des investissements et de la qualité de la planification. C'est là aussi ce qui ressort consensuellement de la recherche existante. Donc voilà, très brièvement, le diagnostic qu'on peut faire. Encore une fois, ça n'enlève rien au caractère dramatique des conséquences du changement climatique sur les populations, mais ça nuance quand même dans une large mesure certaines images que j'ai évoquées il y a un instant. Pour être complet, il faut aussi mentionner un important résultat de recherche récente qui a entre autres été mis en évidence dans les travaux de ma collègue Julia Blocher sur les effets de la mobilité en termes d'adaptation. L'image avec laquelle on a démarré cet exposé, c'était une image plutôt négative, de déplacements qui sont le symptôme du problème, mais la migration peut aussi être une partie de la réponse aux aléas climatiques, et on en a pris conscience progressivement dans la recherche en voyant par exemple des cas où des villages pouvaient, grâce au transfert des émigrés, mettre en place justement des adaptations de leur mode de culture ou des infrastructures de protection qui permettaient de faire face à certains aléas environnementaux. Et cela a été pris en compte par le GIEC dans son dernier rapport, correctement soutenu. Si leur marge d'action est suffisante et si les capitaux sont suffisants pour faire face, la migration peut être une manière de s'adapter au changement climatique et de réduire l'exposition et la vulnérabilité socio-économique. Donc ça, c'est un message important qu'il faut garder en tête aussi dans le cadre de ces discussions. J'en viens à ma conclusion. Donc des centaines de millions de personnes sont directement menacées d'inhabitabilité par le changement climatique à l'échelle mondiale, ça je crois que c'est clair. Le risque de déplacement de population lié au changement climatique dépend cependant de facteurs multiples, cette idée de multicausalité, s'il faut garder quelque chose en tête de mon exposé, c'est un des mots-clés importants. Les déplacements seront en majorité de courte distance, deuxième peut-être message important, et de courte durée dans la plupart des cas, troisième message important. Il n'y a pas lieu d'avoir peur d'un déferlement de réfugiés climatiques. Mais ça n'enlève rien aux enjeux de cette problématique. Donc, quels sont-ils ces enjeux, et c'est par là que je vais terminer mon exposé. Eh bien, peut-être pas tant des enjeux de politique d'asile en Europe. Il ne s'agit pas de resserrer pour les uns ou d'ouvrir pour les autres les politiques d'asile. Je crois même, alors évidemment c'est une question controversée, mais que un nouveau statut spécifique type Convention de 51 sur les réfugiés pour ce type de migration n'est pas forcément une bonne solution ou pas forcément une solution praticable.
On a plutôt besoin de réfléchir sur la problématique de la migration de survie, au sens large, dans laquelle le changement climatique joue un rôle, mais pas seulement. C'est ce type de migration auquel on assiste quand même beaucoup aujourd'hui, à longue distance, des personnes qui fuient pour survivre, mais qui ne fuient pas un facteur en particulier, mais plusieurs, avec des enjeux aussi de protection régionaux. Courte distance, donc finalement des personnes qui auront certainement besoin d'assistance, mais sur place. Pas que sur place, c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est une composante importante. Donc, en fin de compte, concrètement, ce sont des problématiques de développement, des problématiques d'assistance humanitaire. Il faut penser aux populations immobilisées, qui seront les principales victimes. Il faut penser aux déplacés internes au pays et mettre en place là aussi des programmes pour faire face à ces déplacements internes. Et puis, les réinstallations doivent être planifiées. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a toute une série de pays du monde qui pratiquent déjà des réinstallations pour motifs environnementaux, y compris des pays du Nord d'ailleurs. Très souvent, malheureusement, les résultats sont extrêmement critiquables. On déplace des pêcheurs de la côte à 20 km à l'intérieur des terres, on les prive de leur gagne-pain et on les met dans des situations d'assistés. Il y a toute une réflexion à avoir sur ces réinstallations et je pense que c'est là véritablement que sont les enjeux. En gardant en mémoire ce message, la mobilité et la migration peuvent faire partie de la solution. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie de m'avoir invité à présenter un exemple d'une étude quantitative à cette journée. Je voulais ajouter à la présentation faite par Jérôme que je fais partie d'un projet qui s'appelle CLIMIG, qui est soutenu par l'Institut Convergence Migration et qui a pour objectif de favoriser le dialogue interdisciplinaire. Et donc, je suis économiste, je vais essayer d'être aussi claire que possible pour ceux qui ne viennent pas de ma discipline. Comme Étienne l'a déjà dit, les migrations sont reconnues aujourd'hui comme une stratégie d'adaptation au changement climatique, selon ce que dit aussi le dernier rapport du GIEC. Et s'il y a aujourd'hui un consensus que les effets les plus grands vont être sur les migrations internes, il devient difficile d'établir un lien entre le changement climatique et les migrations climatiques. Aussi parce que beaucoup d'études utilisent des données à très court terme, ce qu'on peut assimiler à des variations météorologiques et qui ne mesurent pas vraiment les changements climatiques. Donc il y a aussi des enjeux méthodologiques. Mais même s'il n'y a pas de consensus sur les liens causaux entre le changement climatique et les migrations à l'international, on sait aujourd'hui qu'une hausse de température, notamment, affecte les pays différemment, selon leur statut de revenu. Et comme Étienne l'a dit, il n'y a pas uniquement cet effet attendu qu'une hausse de température va induire de grands flux de migration à l'international. Ce qu'on a observé, si je cite que quelques exemples d'études quantitatives, on a observé qu'une hausse de température amène plutôt à une baisse des taux d'émigration à l'international dans les pays les plus pauvres dans le monde. Et il peut y avoir plusieurs mécanismes derrière cela. Étienne en a parlé déjà, a mentionné le mécanisme via les conflits, via la santé des populations, mais aussi via la productivité du travail. Et notamment, il y a beaucoup d'études qui ont mis en évidence ce mécanisme de revenus agricoles, notamment qu'une hausse de température diminue la productivité dans le secteur agricole et amène un appauvrissement. Et donc, notamment, comme il y a eu tellement de focalisation sur cet appauvrissement pour les gens, les ménages qui travaillent dans l'agriculture, c'est assez étonnant que peu d'études ont fait le lien avec les autres stratégies d'adaptation qu'ont ces ménages in situ. Donc, s'il y a un attachement au lieu, et si on ne veut pas quitter son lieu de résidence habituel, on peut avoir recours à d'autres stratégies, comme par exemple le changement de culture vers des cultures plus résistantes aux sécheresses. On peut utiliser l'irrigation,
On peut planter des arbres pour créer de l'ombre aux plantations et aussi pour retenir mieux le sol et lutter contre l'érosion des sols. Il y a plusieurs adaptations in situ, mais ils ont été un peu négligés dans les études quantitatives qui essayent d'établir des liens entre le changement climatique et l'immigration. Donc l'étude que je vous présente aujourd'hui, comme un exemple, focalise sur l'irrigation. Pas parce qu'on pense que l'irrigation est une stratégie soutenable, il y a beaucoup d'études là-dessus, mais dans le passé, l'humanité a eu beaucoup recours à l'irrigation comme un moyen d'atténuer les sécheresses. Et donc ici, je cite des chiffres un peu datés maintenant, peut-être de la FAO, mais c'est uniquement pour souligner l'importance de l'irrigation pour la sécurité alimentaire dans le monde. Donc si les terres avec l'irrigation représente un cinquième des terres cultivables, cela représente plus de 40% de la production alimentaire. Donc c'est pour montrer l'enjeu, en fait, l'importance de l'irrigation pour la sécurité alimentaire. Et donc il y a beaucoup d'études agronomiques que je ne cite pas ici tous, mais qui montrent comment l'irrigation aide à modérer l'impact d'une hausse de température et des changements de précipitation sur l'agriculture. Ce n'est pas uniquement par l'apport de l'eau, c'est aussi par un effet de refroidissement des températures locales. Et donc l'irrigation est essentielle pour comprendre les liens entre le changement climatique, les hausses de température, les baisses de précipitations, mais ceci n'était pas bien inclus, disons, dans les études macroéconomiques au niveau international. Et donc ça, c'est l'objet d'un article avec Théo Benonnier et Wies Taras que je vais vous présenter brièvement aujourd'hui. Et voici donc notre question de recherche. On va reprendre les grandes études macroéconomiques sur le lien entre la hausse de température et les migrations, et ajouter le fait que certains pays ont un accès meilleur à l'irrigation. Est-ce que ça change en fait les liens entre le changement climatique et l'immigration? Et donc, on s'adresse à toute cette littérature qui ont montré qu'une hausse de température, plutôt qu'induire à plus de migration à l'international, va en effet diminuer le taux d'immigration à l'international dans les pays les plus pauvres. Et peut aussi avoir des effets sur l'urbanisation, comme un proxy des migrations à l'intérieur du pays. Et donc, notre résultat principal, c'est qu'on montre qu'avoir accès à l'irrigation peut être complémentaire à la migration comme stratégie d'adaptation au changement climatique. Dans quel sens? C'est-à-dire que si on voit qu'une hausse de température va diminuer les taux d'émigration à l'international, les pays qui ont un meilleur accès à l'irrigation vont expérimenter un effet moindre de cette hausse de température. Je vais y revenir. Et notre étude qui utilise des données au niveau d'un pays entier, qui est donc un niveau d'agrégation très élevé, ce que j'appelle macroéconomique, s'ajoute à beaucoup d'études au niveau plus fin, basées sur des enquêtes sur le ménage que je cite ici, qui se sont intéressées notamment au Bangladesh et à l'Inde. Donc les données que nous rassemblons pour cette étude sont des données macroéconomiques, donc des taux d'émigration. Nous utilisons les données de la Banque mondiale, qui sont des stocks de migrants à l'international, et nous faisons la différence entre ces stocks à l'échelle d'une décennie. Et nous les mettons en rapport de la population dans les pays d'origine au début de la période. Donc, ce sont donc des taux d'immigration et des taux d'urbanisation à l'échelle décennale, donc qui mesurent des tendances à long terme. Et nous les mettons ensemble avec des données météorologiques. Ici, nous retenons que deux variables, les températures et les précipitations, et la part des terres équipées pour l'irrigation. Et nous avons aussi d'autres variables pour mesurer les institutions dans chaque pays d'origine des migrants, notamment les dépenses publiques, les dépenses des administrations publiques et le score politique qui mesure la qualité des institutions. Et notre échantillon final est constitué de 112 pays pauvres et de moyens revenus. Et les pays pauvres dans notre échantillon sont des pays très pauvres. C'est l'Afghanistan, Burkina Faso, la Somalie, par exemple. Les pays de moyens revenus sont, par exemple, l'Algérie, la Thaïlande, le Vietnam.
Je reviens un peu à nos données sur l'accès à l'irrigation. Ce qui est important à savoir, c'est que ce sont des données créées par Cybertotal qui sont des données en maillage, à un niveau très fin. C'est des données à un niveau de grille de 50 km par 50 km. Et nous les avons agrégées à un niveau des pays. Ce sont des données qui mesurent l'accès à un équipement d'irrigation. Donc ça, c'est important quand on essaye de faire une étude quantitative des liens entre le changement climatique et l'immigration, parce qu'on sait que l'irrigation peut être endogène, donc une hausse de température va amener les agriculteurs à irriguer plus de terrain. Mais là, c'est vraiment juste l'accès à un équipement d'irrigation. Ça comprend toute forme d'irrigation, ce qu'on appelle l'irrigation à contrôle partiel et total, ce que nous avons l'habitude d'avoir en France, mais aussi l'utilisation des deltas et de déviations de fleuves. Il y a aussi ce qu'on appelle la collecte des eaux de répandage des crues, spate irrigation. Mais ces données n'incluent pas la collecte des eaux de pluie. Et nous les mettons par rapport aux terres cultivables dans la base de données HIDE. Et donc voici une carte, juste pour vous montrer la variabilité. Donc même si certains continents, comme l'Afrique par exemple, ont une faible couverture à l'accès à l'irrigation, il y a beaucoup de variations. Donc l'idée que nous exploitons dans cette étude, c'est que pour deux pays qui font face à un même choc, une même hausse de température, qui se trouvent à la même latitude, mais qui ont différents accès à l'irrigation, la réponse migratoire va être différente. Ça, c'est l'idée. Et nous allons donc utiliser les données d'accès à l'irrigation en 1960 afin que ce soit bien exogène. Notre méthode, en tant qu'économiste, nous menons une analyse quantitative en utilisant des méthodes économétriques. Nous faisons des régressions des taux d'émigration et des taux d'urbanisation sur les variables météorologiques, les températures. Je vais vous parler plutôt des réponses vis-à-vis de hausse de température, mais nous contrôlons bien évidemment pour les précipitations afin de ne pas avoir de biais de variables omises. Nous contrôlons également pour le niveau de richesse de chaque pays. Nous ne contrôlons pas pour le revenu directement parce que le climat affecte le revenu. Donc nous avons plutôt une variable indicatrice pour désigner les pays pauvres qui se trouvent dans le quartile de plus faible revenu dans la distribution mondiale. Nous contrôlons également pour tout ce qui est des caractéristiques spécifiques des pays. C'est important quand on mène une analyse macroéconomique, on compare des pays l'un à l'autre. On contrôle pour tout ce qui est spécifique à chaque pays, qui ne varie pas dans le temps. Et nous contrôlons aussi pour les tendances au niveau régionaux et pour les pays pauvres. C'est-à-dire que des migrants potentiels des pays pauvres peuvent faire face aux barrières à la migration autres que pour les ressortissants des pays à moyen revenu. Et on sait aussi qu'à l'intérieur des régions, il y a moins de barrières pour la mobilité. Donc on essaye de contrôler pour tout cela, mais c'est ce qu'on appelle en économie une étude, une analyse en forme réduite. On ne peut pas parler des mécanismes derrière nos résultats, mais on utilise l'exogénéité des variables météorologiques, ici la température et les précipitations, pour pouvoir montrer un lien causal entre une hausse de température et les réponses migratoires. C'est ça l'avantage de cette méthode. Et qu'est-ce que nous trouvons, nos résultats? Donc nos résultats, ce sont d'abord, on met en évidence donc, ce qui a été montré dans la littérature auparavant, qu'une hausse de température dans les pays pauvres, ça va diminuer les taux de migration. Ça ne va pas augmenter les flux de migrants. Donc pour une hausse de 1 degré de Celsius de température, on observe une réduction de 54% de taux de migration dans les pays les plus pauvres. C'est beaucoup, mais c'est en lien avec ce qui a été montré dans d'autres études macroéconomiques. On ne voit pas d'effet modérateur d'avoir accès à l'irrigation, cependant, pour les migrations à l'international. Quand on se penche sur les taux d'urbanisation, et de nouveau, c'est un proxy très faible, peut-être pour les migrations à l'intérieur d'un pays,
Mais comme nous nous focalisons sur des données au niveau d'un pays, c'est ce que nous utilisons. Donc, on voit bien qu'une hausse d'un degré de Celsius diminue aussi le taux d'urbanisation. Donc, c'est vraiment un exemple d'une étude quantitative qui met en évidence ce dont Étienne Piguet a parlé dans l'introduction ici, qu'il y a plutôt un effet d'appauvrissement qui réduit les migrations dans les pays les plus pauvres. Pour les migrations internes approximées par le taux d'urbanisation, on voit bien qu'il y a un effet modérateur de l'accès à l'irrigation. C'est-à-dire qu'il y a toujours cet effet d'appauvrissement de nos hausse de température qui fait qu'il y aura moins de migration à l'intérieur du pays qu'avant, mais l'effet est moins grand. Donc il y a en fait une diminution de cet effet par un tiers. Ce n'est pas suffisant, l'effet modérateur, d'avoir accès à l'irrigation pour augmenter l'immigration à l'intérieur, mais on voit quand même un effet modérateur d'environ un tiers. Et quand nous faisons une autre régression, uniquement en dessinant ce qui est un pays agricole, on voit qu'avoir accès à l'irrigation a un effet modérateur à la fois sur le taux d'immigration et les taux d'urbanisation. Nous contrôlons bien sûr pour les facteurs institutionnels qui ont aussi été démontrés comme des déterminants importants pour l'immigration, notamment par des proxys comme donc, le score Polity utilisé par les politistes qui mesure la qualité des institutions. Brièvement, c'est la différence entre un score pour la démocratie et un score pour l'autocratie. Et nous contrôlons aussi pour les dépenses publiques parce qu'il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent que plus il y a de safety nets, en fait des dépenses publiques pour protéger les gens vis-à-vis des effets du changement climatique, moindre serait peut-être l'effet sur l'immigration. Donc, c'est en contrôlant pour tous ces facteurs que nous trouvons les résultats que je vous ai exposés. Nos mesures de température et de pluie sont calculées uniquement sur la saison de cultivation agricole. Nous faisons différents tests de robustesse en changeant la culture selon les cultures alimentaires les plus répandues dans le monde, comme le riz, le blé, le maïs. Nous faisons aussi des tests en enlevant les pays les plus pauvres dans le monde. Tout est robuste. Les plus petits, qui sont souvent de petits pays insulaires. Et donc, pour conclure sur cette étude, que je vous expose aujourd'hui comme un exemple d'une étude sur données quantitatives, nous mettons en évidence que l'accès à l'irrigation peut modérer l'effet négatif sur les taux de migration suite à une hausse de température. Nous avons moins d'effet sur les taux de migration à l'international. Et tout ceci montre l'importance de nos recherches quantitatives de bien faire le lien entre les migrations comme stratégie d'adaptation au changement climatique et les autres stratégies d'adaptation qui sont accessibles aux ménages in situ. Donc c'est uniquement un exemple d'un vaste agenda de recherche que je trouve extrêmement important et que je voudrais vous introduire à ces enjeux. Et pour finir, dans un projet en cours avec Alix Debré, Lucille Dehoucq et Ilse Ruijsen, nous essayons de nous mettre à un niveau plus désagrégé. Parce que le projet que je vous ai présenté brièvement est à un niveau très agrégé. Au niveau de pays où il y a beaucoup de variations régionales qui est cachée. Et donc là, nous exploitons les questions dans l'enquête Gallup qui sont posées à des individus et nous nous penchons sur un échantillon de pays dans l'Afrique de l'Ouest, plus précisément 11 pays dans l'Afrique de l'Ouest pour garder une cohérence géographique. Mais cela nous permet de contrôler pour des caractéristiques des individus, des ménages, tels que leur niveau d'éducation, le sexe, le fait est-ce qu'ils ont des relations à l'étranger, en fait un réseau qui pourrait diminuer les coûts à migrer. Et tout ceci en gardant aussi une variation sous-régionale dans l'accès à l'irrigation. Donc là, nous allons pouvoir vérifier ces résultats au niveau macroéconomique, à un niveau géographique
plus fin. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Voici la référence à l'article que je vous ai présenté et je vous invite après à poser des questions dans la discussion qui va suivre. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Et merci encore une fois pour l'invitation d'être ici. Je suis vraiment contente de pouvoir partager l'après-midi avec vous. Ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas fait une présentation en français, donc je vais m'excuser de toute faute de français. Et le mot habitabilité est assez difficile à prononcer, donc j'espère qu'on va arriver. Je m'appelle Julia Blocher, je travaille à Potsdam Institute for Climate Impact Research à Potsdam, près de Berlin. Je vais aborder un peu les concepts et après je présenterai le projet Habitable et les aperçus de notre étude qualitative. Et si le temps permet, je ferai une remarque sur la pertinence politique, sinon on peut parler dans les discussions. J'aimerais tout d'abord aborder le concept du point de basculement, autrement appelé les seuils critiques, où François les a appelés les seuils d'habitabilité, et son lien avec la migration induite par le changement climatique. L'idée des seuils critiques fait référence au moment auquel une petite perturbation peut provoquer un changement important dans l'état du système, d'un système. Ce concept vient des sciences naturelles et a été adopté par les scientifiques sociaux, par exemple pour expliquer la ségrégation des villes aux États-Unis. L'idée des points de basculement d'habitabilité nous aide à comprendre un peu plus le moment auquel les gens se sentent plus capables de vivre dans un lieu et sont obligés à partir, à migrer. Ces concepts sont importants à cause de cette fausse dichotomie qu'on a déjà parlé tout à l'heure, dans le discours, ainsi que dans les politiques, ainsi que dans les recherches, qu'il y a une fausse dichotomie entre la migration, ce qui est volontaire, et le déplacement, ce qui est forcé. Nous, les chercheurs, je pense, considèrent de plus en plus que l'élément de choix peut disparaître. Et par exemple, dans le cas d'une dégradation progressive des moyens de subsistance, ça peut contribuer à une décision de fuir lorsqu'il existe cette accumulation des pressions environnementales, une accumulation des pressions migratoires. Par exemple, on peut imaginer les sécheresses successives, 3 cycles de suite, comme le disait tout à l'heure Étienne, ou par exemple la dégradation des terres dans les zones agricoles. Nous avons déjà... C'est difficile à dire. Ouais. Non, ok. Nous avons déjà observé les seuils de migration à l'échelle communautaire. Par exemple, dans les villages fantômes, les ghost villages, en Inde et en Chine. Dans ces villages, une masse critique des personnes sont parties pour chercher les travaux dans les zones urbaines. Et cela rend la vie impossible pour les personnes qui restent parce qu'il manque la main-d'œuvre pour continuer la vie agricole. Les services sont coupés et finalement, plus ou moins, tout le monde est obligé à partir de ces villages qui sont complètement abandonnés et c'est pour ça qu'on les appelle les villages fantômes. Ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de comprendre les seuils de migration, les seuils d'habitabilité dans le contexte des dégâts environnementaux et du changement climatique. Et cela est fondé sur une compréhension des impacts biophysiques régionaux du changement climatique. Nous avons des recherches à l'Institut Potsdam sur les impacts des changements climatiques biophysiques. Par exemple, le ECMIP Project, ce qui est une grande simulation informatique qu'on peut utiliser. Nous souhaitons également intégrer les facteurs individuels et les perceptions des personnes, car nous savons tous que ces facteurs sont très importants dans les décisions migratoires et peuvent expliquer un peu ce paradoxe souligné au début de cette conférence.
pourquoi est-ce que certaines personnes décident de migrer alors que les autres personnes décident de rester face aux mêmes aléas. Donc en bref, nous explorons dans le projet Habitable. Oh, c'est déjà là, ok, merci. Nous explorons les impacts biophysiques du changement climatique ainsi que les facteurs sociaux, culturels et individuels et pourquoi une personne ou un ménage peuvent considérer qu'un lieu est habitable ou non. Donc, je vous présente un peu le projet Habitable. C'est un grand consortium de 21 partenaires, les partenaires en Europe, l'Afrique et au Thaïlande, y compris les instituts de recherche universitaires, les ONG et les organisations internationales. Donc, la plupart des cas d'études sont en Afrique et on a cette contre-étude au Thaïlande. Notre travail à l'Institut Potsdam porte spécifiquement sur les stratégies d'adaptation et les solutions d'adaptation au niveau local et au niveau communautaire. Nous étudions les stratégies individuelles, familiales et communautaires qui contribuent positivement aux ressources et capacités des ménages. Et nous utilisons les méthodes quantitatives et qualitatives. Mais aujourd'hui, j'aimerais présenter quelques exemples de nos recherches qualitatives. Nous avons réalisé des entretiens qualitatifs et des discussions de groupe dans 5 pays d'études principaux et un 6e pays secondaire, l'Afrique du Sud. Et je vous donne sur ce diapo un snapshot de le statut de nos recherches. Le projet va se terminer l'année prochaine, mais comme vous pouvez constater, on a déjà une énorme base de données avec près de 700 entretiens dans les zones d'origine et des dizaines d'entretiens dans les zones de destination correspondantes. Et on va bien sûr mettre à disposition cette base de données après que le projet est terminé. Par exemple, au Mali, nous avons fait 130 entretiens dans les zones d'origine des migrants. Nous avons sélectionné les personnes interrogées avec les partenaires locaux sur les bases des critères établis par le projet. En bref, nous avons choisi des sites où il se trouve des impacts de changement climatique assez sévères et les dégâts environnementaux également sévères, tels que la chaleur, la manque de pluie. Et toutes les familles interrogées ont au moins une personne qui a migré dans les années récentes. Au Mali, la majorité de ces entretiens ont été menés auprès des chefs de ménage, donc c'est-à-dire les hommes. Dans d'autres pays habitables, nous avons fait près de 50% des entretiens avec les femmes, mais cela s'est avéré difficile au Mali pour les raisons socio-culturelles. Dans ces zones ciblées, les femmes n'ont vraiment pas de pouvoir de décision et ne peuvent pas parler librement avec les chercheurs. Donc, c'est une dynamique difficile qui fait partie de notre analyse. J'ai mis également l'âge moyen des personnes interrogées au Mali est assez haut. Et cela est principalement dû au fait que les hommes plus jeunes sont les migrants. Donc, ils sont partis de zones d'origine. Les jeunes ne sont pas les titulaires des terres et n'ont pas de régime foncier, mais ils sont actifs dans le marché du travail. Ou alors ils migrent pour aller à l'école. Nous avons vu également dans 2 sites particuliers qu'il y a un cas particulier des personnes soigniquées, que pour des raisons culturelles, les jeunes hommes soigniqués sont encouragés à migrer comme une sorte de rite de passage. Donc, ceci est assez spécifique, mais on a vu ça dans d'autres pays aussi. Les femmes dans ces sites au Mali, par contre, migrent pour rejoindre le ménage de leur mari lorsqu'elles se marient. Sinon, elles migrent. Il y a peu des femmes qui migrent pour le travail. Je vous présente un mot nuage qui donne un aperçu des risques environnementaux signalés dans les zones d'origine. Le taille du mot ici indique le nombre de fois
que le hasard spécifique a été mentionné par les personnes interrogées. Donc, parmi les préoccupations, vous pouvez constater les feux de brousse, les sécheresses, les faibles précipitations ou l'absence de pluie, les inondations, la dégradation des terres et la mort de bétail. Donc, quasiment toutes les personnes interrogées ont dit qu'il y a des sécheresses sévères et qu'il y a, après les sécheresses et après l'absence de pluie, les morts de bétail, ce qui est très important au Mali. Quand on a interrogé les personnes sur les causes de migration, les pressions migratoires, 60% des personnes ont déclaré qu'elles peuvent migrer si l'un des hasards se reproduisait et provoquait des graves pertes pour la famille. Pareil, au Kenya, 50% des personnes sont d'accord avec ça. À mon avis, il est important de noter que la migration était rarement considérée comme la première option ou la meilleure option. En réponse aux risques environnementaux, c'était plutôt les gens ont envisagé de migrer s'ils subissaient une grave perte de revenus et forcément ils n'auraient pas envie de migrer s'il y avait une autre solution ou si la perte était mineure. Je pense que ceci est un peu différent par rapport au discours médiatique qu'on peut parler. Cela peut également indiquer que les familles sont conscientes de la fait que la migration est coûteuse et les familles considèrent la migration comme un investissement à réaliser lorsque les autres stratégies sont épuisées. En ce qui concerne les principales stratégies d'adaptation, la plupart des ménages n'ont pas été en mesure d'identifier les stratégies proactives pour prévenir des pertes aux risques environnementaux dans l'avenir. Elles ont mentionné le soutien limité du gouvernement, le fait que les possibilités d'irrigation sont très limitées, qu'il n'y a pas d'assurance récolte, et il y avait vraiment un fort sentiment d'impuissance dans les communautés ciblées. Mais par contre, comme le disait tout à l'heure Étienne, la migration est souvent compris comme une stratégie positive parce que ça permet les migrants à renvoyer les fonds que les gens peuvent utiliser pour bâtir pour construire les maisons en ciment ou de diversifier leurs semences. La migration est perçue comme quelque chose de positif parce qu'il y a des remittances. Nous voulions aussi comprendre la place de la migration parmi d'autres stratégies d'adaptation et nous avons appris que les gens ont tendance à considérer la migration parmi les stratégies à court terme comme prier ou demander le soutien des voisins. La migration permanente ou internationale ne figurait pas vraiment dans les discussions qu'on a eues au Mali. Donc on peut voir que la migration est peut-être pas envisagée comme une stratégie permanente, ou la migration permanente n'est pas la solution que les personnes préfèrent. La migration, comme je disais, est normalement liée à la recherche de travail occasionnel dans les zones urbaines. Donc, la migration, normalement, est considérée comme positive, mais on a vu également le côté négatif. De nombreuses personnes avaient migré pour travailler dans les mines d'or et se sont retrouvées dans des conditions de vie très mauvaises. Et ils ne gagnaient pas assez d'argent pour renvoyer à leur famille. Donc, par conséquent, la communauté dans les zones d'origine souffre au fil du temps, tandis que le migrant lui-même souffre dans la zone de destination. Donc, dans cette manière, nous pouvons considérer aussi que certaines migrations sont une maladaptation. Et en effet, la migration contribue aux raisons pour lesquelles la famille ne peut plus se soutenir dans la zone d'origine. Donc, il existe ce cycle pervers. Alors, même si la migration est en réponse aux risques
environnementaux faisaient partie des discussions avec les personnes interrogées au Mali. Il existe également, c'est très clair, une raison complexe pour lesquelles les gens migrent. Par exemple, vous pouvez voir dans les citations que j'ai, des citations illustratives, les personnes ont soulevé la pauvreté en raison des faillites agricoles, pousse les gens à migrer. D'autres personnes ont souligné les facteurs culturels et sociaux. Par exemple, on a cette citation d'un notable, la migration est culturelle chez les Soaniké. Et une autre personne, un directeur d'école, a dit non, le départ des jeunes hommes n'est pas lié aux dégâts environnementaux, c'est les jeunes garçons qui vont à l'aventure. Alors, les liens avec le changement climatique n'est toujours pas direct, mais s'il y a la plupart des gens qui nous a dit que la pauvreté, les faillites agricoles et tout ça, c'est les causes de pauvreté et c'est la pauvreté qui a poussé les gens à migrer, nous pouvons voir qu'il y a un lien indirect aussi. Et nous avons constaté que lorsque les ménages ont subi de nombreux chocs dans le passé, ils sont plus susceptibles à migrer. Ceci est conforme à l'idée selon laquelle les ressources des ménages s'érodent avec le temps, au fil du temps, et la migration devient une option, une stratégie de ménage lorsque d'autres options ne sont plus possibles. Alors, avant de conclure, j'aimerais faire une remarque sur la pertinence politique. Je suis très contente que François a souligné les discussions de la Convention climatique onusienne, ce qui nous occupe beaucoup à l'Institut Potsdam. Vous avez peut-être observé que dans les négociations de la Convention onusienne sur le changement climatique, les termes de déplacement et migration et relocalisation planifiée sont passés des discussions sur l'adaptation à celles sur les pertes et dommages, loss and damage. Ces pertes et dommages font référence aux dommages dus au changement climatique qui ne peuvent plus être évités et auxquels il est impossible de s'adapter. Les pertes et dommages économiques ainsi que non économiques, alors tangibles et non tangibles. Du côté de la politique climatique, je pense que cette notion d'habitabilité peut être très influente. Car jusqu'à présent, la comparaison entre la migration volontaire et les déplacements forcés a été influencée par les conceptions humanitaires et c'est une raison pour laquelle il existe cette fausse dichotomie entre la migration et les déplacements. Nos recherches sur les seuils de migration suggèrent que même dans les décisions de migration planifiées, dans certaines conditions, les familles manquent d'éléments de choix ou bien qu'elles perdent l'élément de choix. Alors, j'espère qu'avec une base de données solide, ce concept d'habitabilité peut être utile dans les discussions sur les pertes et dommages, car il nous aide à comprendre la différence entre la migration et les déplacements. Et, ce qui est également important, nous pouvons mieux comprendre les facteurs qui rendent un lieu non habitable pour identifier ces pertes et identifier les pertes qui ne sont plus possibles d'éviter dans le contexte de changement climatique. Et cela inclut les situations qui évoluent progressivement et les facteurs non climatiques. Alors, je vais laisser ici et nous pourrons en parler davantage dans la discussion. Merci beaucoup.